Bienvenue dans les nouveaux loots du mois. Et oui, c'est Jossar Amateou, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter donc cette émission qui a subi un petit renouveau. La dernière fois, donc j'avais commencé à vous présenter le nouveau décor derrière. Là, je vais carrément essayer de diviser donc en plusieurs sections chaque élément que je vais vous présenter. Peut-être que je partirai sur une section sur critique de séries télé. Pourquoi pas? À vous de me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir, surtout qu'en ce moment, j'ai découvert des séries qui sont vraiment très bonnes. Bon, trêve de bavardage, on va quand même passer sur la première section, comme je disais, c'est parti. Pour le côté achat goodies, comme je disais, donc ça regroupe plusieurs éléments, hein, que ce soit jeux de société, etc., même figurines. Donc là, j'ai acquis un jeu qui ressemble énormément à Blanc Manger Coco et Limite Limite. Il s'agit de Game of Dragon Ball Dead. Vous avez une carte avec des trous et où il faut compléter avec d'autres cartes. Pour public averti, c'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est quand même un humour assez trash. Pour celles et ceux qui connaissent Davy Mourier, il faut savoir que c'est lui qui a réalisé ce jeu. Si vous connaissez l'humour du personnage, bah c'est vraiment pas à la portée du plus sensible d'entre nous. Et je tiens surtout à faire une énorme dédicace à la personne qui m'a aidé à trouver celui-là, parce que j'avoue, je l'avais même pas vu dans le magasin. C'est Diane. Bah oui, Diane, ma petite Diane. Bah je te fais des gros bisous. Encore merci à toi d'avoir trouvé ce jeu. C'est énorme, on a fait des belles parties dessus. Deuxième acquisition, cette fois, il s'agit d'Amiibo. L'Amiibo Link Pixel. C'est cool parce que je peux compléter ma collection sans forcément me ruiner sur les prix des revendeurs particuliers qui, faut être honnête, des fois se donnent malin plaisir à abuser de la passion des gens et de leur portefeuille. Deuxième Amiibo que j'ai pu acquérir, il s'agit de Link Ocarina of Time. Je fais vraiment que la collection des Amiibo Zelda. Pourquoi je fais celle-ci? Parce que de 1, c'est ma licence de cœur, et de 2, si je me lance dans la collection de tout ce qui est Smash Bros et toutes les autres licences qui sont à côté, je ne saurais même plus où les mettre. Dernière Amiibo que j'ai pu avoir, donc là il s'agit de la dernière en date, il s'agit du Link, du remake de Link's Awakening. Franchement, celle-ci, je la trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Elle a un côté vraiment jouet, lisse, laqué, qui est très beau. Et puis forcément, il y a le nouveau Zelda qui est arrivé, et je pouvais que la prendre, quoi. C'est normal, non? Cette fois, on va passer sur la catégorie cinéma, film, peut-être série. Première acquisition côté film, et d'ailleurs la seule, hein, je vais être honnête. Détective Pikachu en Blu-ray. Et oui, c'était une édition spéciale, donc avec une peluche dedans et avec le film en Blu-ray et DVD intégré. Cette version-là, je vais être honnête, je l'ai pas vu beaucoup, hein, je l'ai pris sur Amazon. Et attention les vélos, le prix, 40 €. Ouais, je me suis vraiment fait plaisir sur ce coup-là, et bon, je suis fan, je me suis fait plaisir, mais c'est vrai que pour être honnête, un achat de film pour 40 € avec juste une simple peluche, ça fait un peu mal. Moi j'ai déjà fait la critique du film Détective Pikachu lors du dernier loot du mois, je ne veux pas vous rabâcher les oreilles à nouveau avec celui-là. Les seuls points que je peux encore éventuellement vous énumérer, c'est que la qualité du Blu-ray est excellente. Vraiment, elle est excellente. Il y a les bonus qui sont plutôt complets. D'ailleurs, attendez, je vais vous dire ce qu'il y a. Le mode détective. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas trop vous en parler. Pour celles et ceux qui connaissent ou qui ont envie de se renseigner, je pense que vous pourrez aisément trouver des renseignements ailleurs. D'une scène d'ouverture pour le film alternative, mon aventure Pokémon, la création du monde de Détective Pikachu, le casting, que ce soit pour les Pokémon comme pour, bien entendu, les acteurs. Il y a également les commentaires de Monsieur Mime, et vous avez également donc les commentaires de Ryan Reynolds, une performance digne de l'acteur studio. Eh oui, forcément, parce que comme je disais, il y a Ryan fucking Reynolds à l'intérieur. Mais bon sang, ce mec, qu'est-ce que je l'adore, qu'est-ce que je l'adore. Ensuite, là, on est sur un film que je suis allé voir en salle, le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. La grosse claque, en fait, je l'avoue ouvertement, c'était vraiment la grosse claque. Quand on regarde le milieu du cinéma aujourd'hui, et surtout ce que Quentin Tarantino essaye de nous faire voir, c'est: est-ce que vous pensez que le cinéma aujourd'hui tourne en rond? Est-ce qu'on s'en lasserait pas un peu d'une part et d'autre? Est-ce que les acteurs
maintenant sont acceptés à leur juste valeur? Oui, non. C'est vraiment une énorme remise en question. Franchement, ce film, pour moi, en tout point, c'est dans la lignée vraiment du grand classique Pulp Fiction. Je m'explique. Pulp Fiction, pour moi, était une valeur qui regroupait plusieurs personnages sur des micro-scènes qui, au final, faisaient en sorte qu'ils se regroupent d'une certaine manière. En fait, il y avait vraiment un rapport en tout et pour tout. Là, dans Once Upon a Time in Hollywood, la différence est que, on a un Leonardo DiCaprio toujours au top de sa forme en termes d'acting et un Brad Pitt qu'il faut l'avouer, je le reconnais sans vraiment le reconnaître. Après, voilà, c'est un très bon acteur, le film est merveilleusement bien tourné et pour ceux qui sont en plus de ça, comme moi, fans des films de Tarantino, vous allez kiffer sévère, hein. Attendez éventuellement la sortie en DVD Blu-ray parce que là, bon, malheureusement, avec le retard que j'en ai eu, je doute qu'il soit encore en salle. Cette fois on passe sur la partie jeux vidéo. La partie jeux vidéo où j'ai acquis quelques petites pépites et d'autres c'était juste des belles occasions de curiosité. Le premier achat que j'ai fait en jeu c'est toujours et encore sur Nintendo Switch. Il faut croire que cette console vraiment voilà. Donc l'acquisition comme je disais c'est Astral Chain. Astral Chain, voici mon petit test que je vous dévoile tout de suite. Astral Chain, c'est un jeu d'action futuriste post-apocalyptique développé par Platinum Games et est édité par Nintendo le 30 août dernier. Le jeu met en scène une unité appelée Neuron qui a pour rôle de lutter contre des créatures extraterrestres nommées chimères qui envahissent la planète, mais le jeu est plus particulièrement centré sur l'Arche, le lieu principal où se déroule le jeu. Pour contrer cette invasion, l'humanité a créé une arme spéciale à partir des chimères capturées et les ont baptisées Légion, qui ont pour office d'être des partenaires pour vous accompagner dans vos investigations ainsi que dans les affrontements pour sauver les habitants. En termes de gameplay, nous avons des phases de combat bien péchues et dynamiques qui sont clairement les éléments les plus attractifs du jeu car le studio nous a habitués ainsi à leurs précédentes licences telles que Bayonetta et Nier Automata. Un petit temps d'adaptation est quand même de rigueur mais une fois la prise en main effectuée, c'est un réel plaisir visuel comme physique au niveau de la manette en main. Autant dire qu'on s'amuse très bien comme ça. Ensuite, nous avons les phases d'enquête. Elles prennent assez peu de place dans le jeu et leurs interventions sont plutôt agréables afin de permettre un peu de souffler dans les combats acharnés. Les mécaniques mises en place sont assez limitées car on se contente finalement d'interroger les différents PNJ présents dans chaque stage et ou analyser les éléments du décor mis en relief par l'Iris, l'ordinateur personnel embarqué par votre personnage. Et pour finir, les phases de plateforme qui se tiennent généralement dans la dimension des chimères, qui, il faut quand même l'admettre, peuvent des fois être un peu frustrantes. Comme dit précédemment, le jeu demande un petit temps d'adaptation et certains contrôles manquent un peu de précision. Et si la plupart du temps ce n'est pas un souci, ces séquences en particulier demandent précision et rapidité d'exécution. Et si la plupart du temps ce n'est pas un souci, ces séquences en particulier demandent précision et rapidité d'exécution. Ce que le jeu ne permet pas toujours au niveau de la traversée de ces niveaux, mais bon, on peut encore pardonner cette petite imperfection. Petite parenthèse sur un élément du jeu qui est quand même relativement plaisant, la personnalisation de votre personnage qui est à la fois simple et efficace. Pour le côté technique, Platinum Games a dû faire des concessions, ce qui a pour impact les graphismes du jeu, évidemment, puisque la Nintendo Switch n'est pas un PC gaming, une PS4 Pro ou encore une Xbox One X. Donc, entre les scintillements, la distance d'affichage et le popping de texture lors de certaines séquences, il faut bien reconnaître que la direction artistique est tout bonnement plaisante, même en mode portable, même si, bon, faut l'admettre, c'est à peine moins beau que si on jouait vraiment sur une télé. Point important à souligner quand même, le jeu fait cracher les tripes de la console et fait relativement chauffer la bécane. Au passage, il faut quand même saluer aussi le bon travail effectué sur l'OST du jeu qui, grâce à ses compositions orientées métal hyper nerveux et électropop, elles accompagnent à merveille la rythmique du jeu et pour les plus grands amateurs de musique du genre, il faut aussi l'admettre. Pour l'avis global concernant Astral Chain, il est loin d'être parfait. Quel jeu l'est d'ailleurs. Mais il faut l'avouer, il sait très bien séduire, à tel point qu'on ne peut pas voir le temps passer dessus. Il est à la fois original, captivant, ambitieux. Ce dernier titre de Platinum Games devrait séduire tous les amateurs d'action beat'em all, aventure et de japanimation. Donc si vous êtes fan du jeu du genre, n'hésitez pas, vous pouvez aisément y aller les yeux fermés ou simplement patienter le temps qu'une promo soit mise en place pour les plus curieux d'entre vous. Deuxième achat jeu vidéo que j'ai fait, il s'agit de Collection of Mana sur Nintendo Switch. Voici mon test.
La célèbre trilogie de la licence Mana est enfin par chez nous depuis le 12 juin dernier en dématérialisé et depuis le 27 août dernier en format boîte sur Nintendo Switch. Le premier Final Fantasy Gaiden, Seiken Densetsu, Mystic Quest par chez nous, est paru sur Game Boy en 1993 en Europe. Tandis que le second Seiken Densetsu, le cultissime Secret of Mana, a fait le bonheur des possesseurs de Super Nintendo en 1994. Enfin, le dernier épisode de la trilogie Trials of Mana, sorti tardivement sur Super Famicom, n'avait pas eu les honneurs d'une location occidentale. Il s'agit d'une série d'action RPG 2D dans un univers fantasy qui allie combat avec des armes et utilisation de magie. Chacun des 3 jeux peuvent être joués séparément sans difficulté. Ils ont simplement des thèmes communs tels que l'épée légendaire Mana ou l'arbre du même nom, source d'une mystérieuse énergie souvent convoitée par une force maléfique, notamment le roi noir dans Mystic Quest, l'Empire dans Secret of Mana et les Bénévodons dans Trials of Mana. Notre personnage ou notre groupe s'engage alors dans une quête initiatique visant à protéger le monde de ses influences néfastes. Si l'épisode inaugural de la série pêche par un game design aujourd'hui un peu dépassé et, en plus, au passage, par une traduction aussi discutable. Le charme du deuxième est en revanche toujours intact grâce à la beauté de ses environnements et au dynamisme de son système de combat. Le premier jeu, Mystic Quest, propose d'incarner un jeune gladiateur qui s'oppose au roi noir et à l'empire de Glaive afin de sauver l'arbre Mana, la source de toute vie. Le héros est aidé tout au long de l'aventure par divers personnages, dont une héroïne qui occupe une place importante dans le scénario. Nous contrôlons le jeune gladiateur dans une vue aérienne et, pour donner l'exemple un peu le style Zelda Link's Awakening et Link to the Past, doivent traverser les environnements, tuer des monstres et parler aux PNJ afin de faire avancer le scénario. Un système de points d'expérience permet d'augmenter les caractéristiques du personnage et l'utilisation de plusieurs armes et magies qui accroît les possibilités de progression. Le deuxième jeu, Secret of Mana, prend place dans un monde de fantasy appelé Pays de Mana, dans lequel est mise en scène une source d'énergie éthérée appelée Mana. Le jeu prend place dans un monde pastoral et charmant qui comporte plusieurs îles, dans lequel de manière classique l'arc narratif retrace l'histoire d'un héros qui tente de sauver le monde de l'Empire du Mal. Le scénario a pour base la légende arthurienne, notamment celle d'Excalibur. Il embarque certains éléments récurrents de la série comme l'ennemi, Lievro, l'épée de Mana et l'arbre Mana. Ce dernier était déjà présent dans le scénario du précédent opus, Mystic Quest. Le thème central de Secret of Mana est l'opposition entre la nature et la technologie. L'arbre Mana représente ainsi le pouvoir de la vie, et le fort Mana, artificiel, matérialise les forces du mal. Le jeu comporte certains aspects humoristiques. Il se déroule dans un univers médiéval, mais présente des aspects détonnants et parfois étranges, comme la présence d'un personnage ayant trait pour trait ceux du Père Noël, des canards portant des casques militaires, des forêts passant d'une saison à l'autre en changeant d'écran, ou des déserts parsemés d'étoiles. Maintenant place au troisième jeu jamais paru par chez nous jusqu'à aujourd'hui. Trials of Mana. Il s'inscrit dans la droite lignée de son illustre prédécesseur. Avant de débuter l'aventure, il nous est demandé de choisir un protagoniste principal parmi les 6 proposés, ainsi que 2 autres qui l'accompagneront durant sa quête. À chaque personnage est associée une classe parmi celles que l'on trouve habituellement dans les bons vieux JRPG, le guerrier, le voleur, la magicienne, etc., etc. Chaque personnage a sa propre histoire et le joueur doit jouer l'histoire du personnage principal avant d'entrer dans le scénario du jeu. Le scénario principal, qui a une 60aine de variations différentes en fonction des personnages choisis, possède 3 sous-scénarios principaux. En parlant du scénario, tiens. La déesse Mana créa le monde en forgeant la puissante épée Mana et en vainquant 8 dieux destructeurs grâce à elle. Les scellant dans des pierres Mana, elle se transforma par la suite en arbre Mana, avant d'entrer dans un profond sommeil. Le jeu prend place au moment de la fin de la paix, car des esprits mal intentionnés projettent de libérer les dieux destructeurs des pierres Mana, afin d'obtenir leur pouvoir ultime. Le système de jeu s'apparente à celui de Secret of Mana, avec le fameux menu circulaire permettant d'accéder rapidement aux compétences et objets en combat. Excite néanmoins le système d'amélioration des armes à l'utilisation. Ici, chaque héros, donc chaque classe, est associé à un type d'arme et seules ses propres caractéristiques permettent d'évaluer la puissance des coups par exemple.
À noter la présence d'une jauge qui augmente à chaque frappe réussie et qui, une fois remplie, octroie au personnage la possibilité de lancer une attaque spéciale. Le joueur peut par ailleurs permuter aisément entre chaque personnage du groupe ou inviter un seul ami, contre 2 dans Secret of Mana, à se joindre à la fête grâce à l'intégration du mode coop également dans ce volet. Visuellement, il s'agit de l'un des plus beaux jeux de la Super Nintendo. Et pour rester dans le domaine musical, on saluera l'initiative, qui est là plus que bienvenue, à rendre disponible à l'écoute l'intégralité des morceaux des 3 jeux dans le menu de sélection principal. Sur le plan des nouveautés, évoquons également la possibilité de changer librement de mode d'affichage, le 4/3 occupant plus ou moins la longueur de l'écran. En plus des slots de sauvegarde classiques, nous pouvons effectuer des sauvegardes rapides à n'importe quel moment de l'aventure. Que dire de cette collection de la série Mana ? Contrairement aux remasters récurrents que nous avons eu depuis quelques années, Collection of Mana est de son plus simple appareil. Sans fioritures, juste ce qu'il faut pour retrouver cette saveur d'antan une fois l'aventure débutée. Une vieille relique, un bijou culte et une perle d'originalité, telle est la proposition de cette compilation qui, au regard de cette dernière et de sa localisation française de qualité, se justifie pleinement. Pour ceux qui sont fans encore une fois des jeux du genre, je ne peux que le conseiller. Troisième acquisition de jeux vidéo donc au cours de ce mois d'août-septembre, il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake. Je suis fan, je suis fan, je suis obligé de le prendre. Donc maintenant je vais me taire, vous allez pu voir ma tronche pendant quelques instants et voici mon test. Ah, comment se remémorer la bonne vieille époque de notre jeunesse de gamer pour certaines et certains. Retour en 1993 avec notre bonne vieille Game Boy, avec The Legend of Zelda Link's Awakening cette fois. Il s'agit du remake de 2019 disponible depuis le 20 septembre dernier sur Nintendo Switch. Après une cinématique animée montrant Link en mer bravant la tempête puis finalement foudroyé, il se réveille suite à un naufrage sur l'île Cocolint, plus précisément dans le village des Mouettes. Tout de suite, la direction artistique de ce remake saute aux yeux. Les décors sont magnifiques, bien que l'on garde la vue du dessus comme dans la version Game Boy de l'époque, le tout sous une forme 3D, des arbres aux maisons, en passant par les personnages, la lumière transperce les lieux et artistiquement, il y a strictement rien à redire. C'est rond et subtil tout en gardant un aspect jouet collant parfaitement au style du jeu. Au niveau du gameplay, quelques améliorations en matière d'ergonomie proposent des facilités supplémentaires que nous n'avions pas sur la version de l'époque. Car aujourd'hui, les manettes ont bien plus de boutons qu'une Game Boy, les gâchettes permettent de courir ou se protéger avec le bouclier par exemple, et ça ce n'est pas de refus puisque nous n'avons pas à virer notre bouclier ou notre épée pour faire d'autres actions. On ajoute à cela des raccourcis via les boutons X et Y de la manette qui simplifient grandement le jeu une fois manette en main. Toutefois, on doit tout de même régulièrement passer par le menu pour gérer les items en fonction des besoins au cours de l'aventure et des donjons. Et ce, malgré certaines rigidités. Mais on y prend quand même du très grand plaisir. Le vrai défaut de ce remake, au-delà de quelques petites chutes de framerate, c'est le manque de contenu supplémentaire qui se fait fortement ressentir. Le seul ajout véritable est la création des donjons grâce au personnage d'Igor, pour celles et ceux qui connaissent. Vous pouvez utiliser les dalles récupérées pendant l'aventure pour faire vos propres donjons et même les proposer en ligne pour d'autres joueurs. Une bonne idée qui prolonge un peu l'expérience du jeu, même si la plupart des salles proviennent directement des donjons du jeu, qui est, faut l'avouer, vite redondant. De plus, une partie des fonctionnalités supplémentaires, comme l'ajout de quelques ennemis, peut se faire via des amiibo de la licence Zelda. Ce remake de Zelda Link's Awakening prouve que le classique de 1993 est encore l'un des préférés de la licence auprès de beaucoup de joueurs. La progression et le contenu du jeu sont quasiment inchangés. Son ravalement de façade ainsi que l'OST remise au goût du jour ne laissera pas indifférent et, il faut quand même aussi l'avouer, cela lui offre une seconde jeunesse totalement méritée. Je tiens quand même à vous montrer quand même quelque chose, hein. J'ai pris l'édition collector, hein. Cette édition collector, je vais pas vous le cacher, elle est vraiment très jolie. C'est juste un bémol que je puisse avoir dessus, c'est son prix. 99,99€ pour un artbook, ce qui est certes magnifique. Vous avez également les images sous les yeux. Vous avez un steelbook qui quand même est très joli, très réussi, mais voilà, je vais être honnête, ça fait pas tout. Dans cette édition collector, la seule chose qui me gêne, malgré le fait qu'il soit quand même beau, hein, faut l'avouer, c'est que c'est son prix. Pour avoir le jeu, un artbook plus un steelbook, ils sont très beaux, hein, l'ensemble est très beau comme je disais. Mais ça justifie pas son prix, surtout quand on regarde le précédent collector que je vous ai montré dans le dernier loot du mois, le Fire Emblem. Il était moins cher
et il était beaucoup plus riche et complet. Encore, j'aurais pas fait la fine bouche en disant que le prix était élevé pour ce collector si par exemple il y avait eu l'OST. Bon, après, je suis fan, je râle un peu sur le prix, mais je suis très heureux de l'avoir. Donc, voilà quoi. Dernière acquisition physique, je précise toutefois, côté jeu, alors là c'était vraiment la découverte. Je suis allé dans un Micromania, j'ai vu d'occasion un jeu que j'avoue être très curieux, très curieux. Je me suis dit, bah allez, advienne que pourra, Yokai Watch est à 9,99 chez Micromania d'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion idéale, je vais le prendre, on va tester, on verra bien. Voici mon test. En plus de Pokémon, le phénomène Yokai Watch sévit au Japon depuis quelques années et depuis quelques temps également en Europe. La chasse aux monstres et à l'exploration d'une grande ville sont au programme avec le premier jeu, Yokai Watch sur Nintendo 3DS. Dans cet univers au style réaliste, un jeune homme de la ville fictive de Grand Val découvre un yokai, sorte de créature invisible aux yeux des humains qui est capable d'influencer sur le comportement de ces derniers. Ainsi, une personne au comportement émotionnel exacerbé pourrait, dans cet univers, avoir été influencée par l'une de ces créatures. Heureusement, le héros, ou l'héroïne, au choix, que l'on incarne dans l'aventure serait capable de repérer et d'affronter ces fameux yokai, voire même les rallier à sa cause afin de constituer une équipe de monstres et faire progresser, évoluer et même fusionner ces petites créatures. Au début du jeu, après avoir capturé quelques insectes afin d'impressionner nos potes, nous finissons par tomber nez à nez avec Whisper, un yokai fantôme au sens de l'humour plutôt exacerbé. Ce dernier nous remettra alors la Yokai Watch, outil indispensable pour repérer les fameux yokai via son système de radar. Pour cette première génération, Yokai Watch se dote d'un casting de plus de 220 monstres que nous pourrons capturer en fouillant les environnements. Plus nous nous approchons d'un yokai, plus celui-ci émettra des sons et nous pourrons alors fouiller la zone concernée à la loupe pour tâcher de repérer la bestiole. À terme, nous pourrons même augmenter le niveau de la montre afin de pouvoir capturer des créatures de rang supérieur. Le jeu adopte une formule classique dans laquelle nous alternons entre mission principale mieux scénarisée et mise en scène, nous mettant régulièrement aux prises avec des boss et d'autres quêtes annexes au style plus épuré. En revanche, les missions principales s'avèrent bien plus intéressantes et nous mettent régulièrement aux prises avec des mini-donjons au level design bien sentis qui se ponctuent de temps à autre d'un combat de boss. D'un point de vue statistique, vos yokai disposent d'une barre de vie classique et d'une jauge de mana qui se régénère automatiquement et permet une fois chargée de déclencher l'attaque âme ultime. La progression des créatures se fait via un système de niveau qui permet non seulement de gonfler leurs statistiques, donc attaque, défense, esprit, etc., mais aussi d'améliorer le niveau de leurs compétences d'attaque classique ou d'âme ultime. Dernier atout de la montée de niveau, l'évolution peut aussi concerner certains de nos yokai qui gagnent alors des points de statistiques supplémentaires tout en s'offrant des attaques inédites et une apparence différente. Petite originalité appréciable, nous découvrons un peu plus tard dans l'aventure que certains yokai peuvent être fusionnés entre eux pour en former un troisième. L'idée est plutôt appréciable et permet d'offrir un nouveau moyen de compléter notre collection. Mélange entre fantasmes et de collectionneurs et jeux d'exploration pur incitant à la flânerie, Yokai Watch n'a que le premier point en commun avec la série Pokémon. Il s'en distingue par un système de combat généralement peu inspiré. Exception faite des affrontements contre les boss, où le jeu gagne en dimension tactique et en difficulté. Sa réalisation technique très propre et son contenu dense lui assurent également de vous occuper pendant de très longues heures de jeu. Même si ce titre respire encore la jeunesse, ce premier volet de Yokai Watch pose les bases d'une série au potentiel certain. Côté dématérialisé donc sur Nintendo Switch toujours, pour moins de 3 €, parfois il en faut vraiment pas beaucoup pour attirer l'œil et franchement je me suis dit allez à ce prix là, moins de 3 €, vas-y prends-le, on verra ce que ça vaut, ça a l'air tout bien, tout mignon, tout coloré, on va voir ce que ça donne. Il s'agit du jeu Cat Quest, je vous en parle tout de suite lors de ce test. Le studio indépendant The Gentle Bros nous offre une belle expérience de jeu sans réelle prise de risque avec sa trame narrative, mais se distingue clairement par son univers et nous plonge immédiatement au cœur de l'action. Nous prenons donc le contrôle d'un chevalier miaou miaou ronron tout mignon qui se déplace en vue de 3/4 pour une immersion sur la carte posée à plat sur lequel le danger rôde. Tout se passe dans un mini-monde ouvert en 2D où nous retrouvons des combats, de l'exploration, découverte de donjons,
des villes et pas mal de quêtes. Le tout étant en permanence guidé par une flèche indiquant où nous rendre afin de progresser dans l'aventure principale, comme pour de nombreuses quêtes annexes, sans pour autant proposer une énorme difficulté. En termes de gameplay, c'est du basique, je m'explique. Le système de combat, un bouton pour donner des coups d'épée, un autre pour faire des roulades afin d'esquiver les attaques ennemies, et une poignée d'autres pour enclencher jusqu'à 4 sorts, sachant que d'autres sorts sont débloquables au fil de l'aventure. Tout est pensé de manière simple afin d'éviter la prise de tête et propose, pour les moins acharnés, de courtes sessions de jeu, de son interface à l'ergonomie notamment pour le mode portable. Cat Quest est la preuve que faire simple peut fonctionner. La preuve, une suite est sortie le 24 septembre dernier sur PC et est également prévue pour cet automne sur nos consoles préférées. Le jeu est une douce formule de RPG sous la forme la plus accessible, que ce soit en termes de gameplay que sa structure, clairement pensé pour des joueurs occasionnels ou pour ceux en quête d'un moyen de distraction. J'imagine que, tout comme moi, vous avez de fortes chances de tomber accro aux aventures de ce chevalier ronronnant. Et voilà, les loots du mois, c'est fini pour aujourd'hui. Toutefois, quand même, ne partez pas. Je tiens quand même à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait pour le premier chapitre du moyen métrage Le Délai Geek, qui est sur la chaîne ODH Prod. C'est vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on dépasse les 100 vues aussi rapidement. C'est tout bonnement magnifique. Et en plus de ça, le sondage que j'ai posté sur Twitter avec ODH, vous voulez la suite. Donc, dès l'instant où vous dites que vous voulez la suite, on fera la suite, mais je préfère toutefois vous le prévenir d'avance. On est déjà en phase d'écriture pour le chapitre 2, chapitre 3 pour ce moyen métrage, qui seront les 2 derniers. Je comptais en faire une sorte de trilogie avec l'équipe. Suite à cela, donc, on va quand même essayer de faire des petits contenus, histoire de faire patienter, pas que la chaîne ne soit morte. On a déjà un énorme projet en parallèle qui font que, on va faire ça sous forme de pastilles pour que vous puissiez avoir des éléments en espérant au moins 1, voire peut-être 2 par mois si on a le temps et si on peut. Parce que derrière, il faut avoir le temps, les disponibilités et c'est pas forcément évident. En tout cas, si on peut, on essaye de vous faire un contenu minimum par mois, sinon on va partir sur un contenu raisonnable, mais tous les 2 mois, parce que voilà, il faut avoir les dispos, machin, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si ça vous a plu, ou le pouce rouge si ça vous a déplu, pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce qui vous a plu ou pas plu. Je tiens à préciser que vous êtes déjà énormément à me soutenir financièrement, j'entends, je sais, oh mon dieu, il parle d'argent, c'est mal. Il y a la plateforme Mighty, franchement, je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire des sondages, c'est totalement gratuit, ça permet de faire gagner quelques centimes, ça prend juste un peu de temps, hein, c'est tout. Au-delà de ça, vous pouvez faire soit un don si vous en avez l'envie. Faites comme vous voulez, c'est tout ce qui compte. Même si vous donnez rien, le simple fait que vous soyez là à me soutenir moralement, c'est déjà la plus grande force que vous puissiez me donner. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et merci pour ODH aussi également parce que vous êtes extrêmement nombreux à avoir apprécié le chapitre 1 comme je disais. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao!